Oui, il y avait des demandes d'enregistrement les autres fois aussi, donc j'ai pensé à le lancer. Et dernier petit point peut-être d'introduction avant juste de démarrer, c'est que du coup, oui, Mamadou Fall est absent et s'excuse. Et du coup, on a demandé à Daouda Diagne d'assurer la modération de la séance, quoi. Voilà, écoute, je pense qu'on oui, on est 16, on va pouvoir démarrer. Je ne sais pas du coup, Daouda, j'ai un peu anticipé sur ce que je t'avais dit de dire. C'est pas très grave. Je ne sais pas si tu veux me compléter un tout petit peu avant que je me lance sur le sujet. Bonjour tout le monde. Juste demander aux participants de visualiser la liste de ceux qui sont connectés pour avoir une idée sur qui sont ces 17 participants. Et si certains jugent utile quand même de faire un rapide tour pour que chacun se présente, parce que ça peut ne pas être évident, on pourra demander aux intervenants à chaque prise de parole de se présenter avant de s'exprimer. Et puis, sur ce, je pense qu'on peut te donner la parole tout de suite pour que tu entres dans le vif du sujet. Philippe. Ok, merci Daouda. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper dans le partage d'écran. Alors, écran partagé. C'est celui-là, normalement, que je partage. Est-ce que vous voyez bien l'écran du PowerPoint? Oui. Ok. Donc, on y va. Donc, eh bien, aujourd'hui, je vous parlais du Bénin, notamment les amis du Bénin qui participent, Roch en Mombo en particulier, pourront compléter et corriger ce que je dis. Nasser Bako aussi, que j'ai vu. Et du coup, voilà, le cas du Bénin, c'est un cas, je trouve, assez exemplaire du point de vue de la concurrence entre projets de réforme et des luttes interinstitutionnelles, y compris à l'intérieur même des institutions béninoises sur la conception, la finalité de la politique foncière. Et on verra aussi donc une histoire sur 25 ans, 30 ans presque. Pourquoi ça passe pas? Voilà, une histoire assez tumultueuse avec plein de rebondissements, avec donc une concurrence entre les deux visions qui s'opposent un petit peu dans les débats de politique foncière depuis les années 90, dont on a parlé la fois dernière, qu'un certain nombre d'auteurs comme John Bruce appelle une vision de substitution, de remplacement. On considère que les droits locaux coutumiers doivent être remplacés par une propriété privée individuelle, considérée comme la seule légitime ou la seule capable de stimuler du développement économique, et une vision qui est plus adaptative, qui considère que l'enjeu n'est absolument pas de remplacer les droits fonciers coutumiers, mais au contraire de les sécuriser, de construire un cadre institutionnel qui les reconnaisse, qui les sécurise et leur permette d'évoluer dans le temps vers plus d'individualisation, vers plus de marchandisation éventuellement, mais sans qu'il y ait d'obligation, de nécessité ou même d'utilité à pousser les évolutions des droits fonciers vers une propriété privée individuelle. On verra deux réformes légales, alors que certains pays comme le Sénégal n'arrive pas à réformer la loi sur le domaine national depuis 25 ans de réflexion, de débat dessus. Le Bénin, lui, a fait deux réformes légales en partie contradictoires, pas complètement quand même, en 2007 et 2013. Et puis, on verra aussi des opérations pilotes qui sont, parce qu'elles sont pilotes, justement, anticipent sur les changements légaux, sont en permanence en décalage avec le cadre légal, ce qui pose des questions de durabilité, de pérennité de ce qui est fait dans le cadre de ces projets pilotes. Et puis, on verra effectivement une victoire du réseau d'acteurs qui pousse au titre foncier, à l'immatriculation, et qui a réussi à changer de façon assez forte le cadre de l'administration foncière. Alors, le schéma est un peu compliqué, mais c'est juste les grandes lignes. En fait, ce qu'on voit, c'est que à partir des années 90, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, il y a eu une série de réflexions autour de l'insécurité foncière, de la sécurisation, portées par des acteurs en partie différents, mais on retrouve la COP française, un peu la Banque mondiale des deux côtés, et qui, dans un contexte de crise du régime de Kérékou, de début de la transition démocratique, ont considéré qu'il fallait traiter la question de l'insécurité foncière
et la question de l'absence de reconnaissance légale des droits. Alors, on va parler surtout du milieu rural avec toute une première phase jusqu'à 2005, disons, où la réflexion structurée autour donc, des plans fonciers ruraux, qui sont une démarche, on verra, d'identification et de reconnaissance des droits fonciers coutumiers en milieu rural. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu en milieu urbain, de façon moins systématique, une série de réflexions aussi qui hésitaient plus dans leurs actions entre des registres fonciers urbains qui disaient ne traitons pas le problème juridique, voyons qui est là, qui paye ses impôts, et puis au bout de 5-10 ans, on pourra dire si vous avez payé vos impôts, c'est que vous êtes propriétaire. Et une approche des études et des réflexions dans le cadre des programmes de la Banque mondiale, avec des tensions là aussi, des études, des experts qui promouvaient plutôt ce type d'approche, et d'autres qui promouvaient plutôt la transformation des permis d'habiter en titres fonciers, donc les titres précaires octroyés sur les lotissements en titres fonciers, et donc une diffusion du titre foncier. Et ces deux processus un petit peu parallèles, en fait, se sont croisés ou télescopés selon la façon dont on le voit, avec le projet du MCA, du Millennium Challenge Account au Bénin, qui a fait du foncier un de ses volets du projet et voulait faire du foncier un actif monnayable en en réformant l'administration foncière et en passant à l'échelle les expériences qui existaient, les plans fonciers ruraux en milieu rural et la transformation des permis d'habiter en titres fonciers de l'autre côté. Alors, en 5 ans, il voulait à la fois réformer la législation, passer à l'échelle ces deux expériences avec des objectifs très élevés. Et on verra que ça a été évidemment plus long et plus compliqué que ça. Mais disons qu'à partir, on a une phase qu'on voit là, stylée. Voilà. Pointeur laser, voilà, toute cette période-là, en fait, qui était une période un petit peu de tension de concurrence entre les visions, et finalement qui aboutit avec, en janvier 2013, au vote du Code foncier domanial, et donc qui entérine finalement la victoire de ceux qui promouvaient la généralisation de l'immatriculation, et puis une réforme qui se déploie et qui est encore en cours de déploiement à l'heure actuelle. Alors, je ne rentre pas dans le détail pour l'instant de tout ça parce que ce serait trop compliqué. C'est juste pour vous situer un peu. J'avais prévu qu'il y avait des innovations. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de l'expérimentation des plans fonciers ruraux, qui est donc vue sous une logique, dans une approche sectorielle rurale. Et les plans fonciers ruraux, c'est conçu comme une façon de répondre à un problème de l'insécurité foncière en milieu rural. Et c'est une démarche qui est un instrument qui est importé de Côte d'Ivoire, où il a été inventé quelques années avant. Et le but, c'est de montrer qu'on peut identifier, cartographier les droits fonciers coutumiers, individuels et collectifs. Et à partir de là, eh bien, l'idée dans le projet expérimental qu'il a mis en place à partir des années 90, c'est de prouver qu'on peut cartographier les droits fonciers, que tous les discours sur chaque village a sa coutume différente, etc., n'est pas un obstacle à la prise en compte des droits locaux. Au départ, les plans fonciers ruraux sont pris comme un outil pour l'aménagement et faciliter des investissements de lutte anti-érosive, donc sont un instrument au service des politiques de lutte anti-érosive, d'aménagement du territoire. Et puis, assez vite, ça deviendra une question autonome où la reconnaissance des droits, leur formalisation devient un objectif à part entière. Alors, les plans fonciers ruraux, les démarches et les techniques ont beaucoup évolué dans le temps, mais grosso modo, le but, c'est de produire ce type de carte. Vous avez des parcelles identifiées avec leurs limites, des numéros, des surfaces, des registres qui identifient donc, les ayants droit individuels ou collectifs avec voilà, le numéro de la parcelle, la surface, etc. Et puis, la mise en place de bornes qui vient s'ajouter ou se substituer aux bornes végétales utilisées dans un certain nombre de régions, dans certains cas. Des cartes utilisées par des comités villageois pour régler, gérer les litiges, des cartes qui, quelquefois, quand elles ne sont pas plastifiées, ont un peu des problèmes de durabilité. Est-ce que vous voyez bien le pointeur? Oui, c'est visible. Oui, sans souci. Oui. Je ne le vois pas sur mon grand écran. D'accord. Et puis, des techniques qui ont évolué avec maintenant des GPS, des tablettes numériques pour faire les enquêtes, et puis censé aboutir. Donc,
depuis 2007, où la loi l'a permis, sur des certificats fonciers ruraux, donc des documents juridiques qui attestent de ces droits. Alors, cette expérimentation a été faite dans deux projets successifs, dont les bailleurs ont très légèrement évolué, et qui en une quinzaine d'années ont fait 41 PFR pilotes un petit peu dans les différentes régions pour s'affronter aux différentes configurations foncières. Et effectivement, ils ont progressivement stabilisé une démarche d'enquête, de levée de parcelles et de cartographie, avec une question qu'on a vu apparaître dès le début et qui va traverser toute l'histoire des PFR, c'est est-ce que le plan foncier rural, est-ce que la sécurisation foncière, c'est avant tout une question topographique, de limite de parcelles, ou est-ce que c'est avant tout une question de droit, de qui a le droit de faire quoi, qui détient telle ou telle parcelle. Alors, dès le début, l'objectif initial était de sécuriser les exploitants. Et en fait, très vite, eh bien, les équipes des PFR sont trouvées confrontées à la résistance ou au blocage des détenteurs coutumiers qui disaient il est hors de question que ce soit les simples exploitants qui soient enregistrés. Et donc, ils ont dû changer leur fusil d'épaule et enregistrer les détenteurs coutumiers, les présumés propriétaires dans le langage utilisé, parfois au détriment du coup de la sécurisation foncière des exploitants et du coup de la dimension productive qui était visée. La question dans la question des droits, la démarche reste quand même assez fortement une dimension cadastrale, c'est-à-dire qu'effectivement, on vise à faire une carte, comme vous l'avez montré, et que du coup, la question de la diversité des droits fonciers locaux, des rapports individuels collectifs, des migrants, pour ne pas parler des pasteurs, était peu ou pas traitée. Et à la fin du premier projet pilote, l'évaluation à laquelle Roch Mombourg a participé, disait il faut travailler plus cette question des catégories des droits qui n'est pas assez fine pour refléter les réalités, ça peut poser des problèmes, et ce problème de transcription, de façon de transcrire ou de traduire des droits coutumiers dans des catégories écrites, n'a pas été vraiment tout à fait traité. Mais en tout cas, au bout de ces périodes-là, on a à la fois des méthodes relativement stabilisées, même s'il y a des endroits où, lorsque en zone de front pionnier, on ne sait pas bien comment faire, il y a une méthode relativement stabilisée, et puis il y a des équipes, il y a un noyau de compétences, de personnes qui partagent la conviction que c'est ça qu'il faut faire et ont les savoir-faire méthodologiques, de démarche pour cela. Dès le début, l'idée d'une réforme juridique, cette expérimentation des projets de terrain pouvait conduire à rendre possible ou alimenter une réforme juridique en montrant qu'il y avait des outils, des instruments pour le faire, était quelque part dans la tête des uns des autres, n'était pas forcément complètement explicite. Et c'est au moment de la phase de la négociation de deuxième projet, en 97-98, que cette question-là est devenue vraiment à l'agenda et a été intégrée comme une conditionnalité du deuxième projet. Donc, les financeurs du deuxième projet, AFD et GIZ, disaient, ben voilà, dans les conditionnalités, vous, État, vous engagez à lancer une réforme juridique qui s'appuie sur ces outils-là. Et de fait, le gouvernement a mis en place un comité des experts nationaux qui a travaillé entre 1999 et 2001 et qui a travaillé sur un avant-projet de loi qui est une véritable révolution juridique, parce que par rapport au système de domanialité dont on a parlé l'autre fois, où à côté du titre foncier, eh bien, il n'y a rien d'accessible, ou presque, pour les agriculteurs, eh bien, l'avant-projet de loi dit que les terres objets de droit coutumier sont des terres privées. Donc, les sorts de la présomption de domanialité, les sorts du domaine privé de l'État, créer le certificat foncier comme nouveau statut juridique pour les droits individuels et collectifs en milieu rural, dit que ces certificats valent preuve de droit sauf décision contraire d'un tribunal. Et donc, on sort du caractère juridique du titre foncier qui est garanti par l'État au profit d'une logique plus de code civil, finalement, hein, où s'il y a des problèmes, s'il y a des conflits, eh bien, c'est devant le tribunal que ça se gère. Et puis, le PFR est intégré comme outil pour justement développer la certification des terres.
Donc, vous voyez bien qu'on sort de la présomption de domanialité. Les terres objets de droit coutumier sont sortis du domaine de l'État, plus de légitimité d'interférence, d'abus de pouvoir, etc. Et ceux qui le souhaitent, enfin, à l'échelle des villages, les villages qui le souhaitent peuvent demander des plans fonciers ruraux pouvant déboucher sur des certificats fonciers. Alors, suite à cela, eh bien, le texte est prêt et avec l'AFD appuie l'équipe du projet pour mettre en place un schéma d'action, préparer un schéma d'action pour la mise en œuvre de la loi, qui n'est pas encore votée, mais il s'agit d'espérer que la loi puisse être rapidement votée et d'être prêt pour la mise en œuvre, prêt en termes de décret, pour éviter la situation où 10 ans, ou 15 ans ou 40 ans après, les décrets ne sont pas là, et puis préparer la stratégie de mise en œuvre. Et la stratégie de mise en œuvre est définie en 2004-2005, et c'est là que les choses se télescopent avec le projet du MCA. Donc entre là et l'adoption finalement de la loi en 2007, on va commencer cette phase de télescopage de projets de réforme. Alors, pour cette première phase-là, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a effectivement une logique adaptative. Il ne s'agit pas de généraliser de la propriété privée. Il s'agit de penser la sécurité foncière en alternative au titre foncier, en disant que l'immatriculation n'est pas la solution et qu'il faut d'autres choses à côté. Mais on a en même temps une logique cadastrale, parce qu'il s'agit de cartographier terroir par terroir l'ensemble des parcelles. C'est une logique où les instruments précèdent la réforme et ont pour objectif de légitimer la réforme et de la préparer. Et puis on a une alliance entre une équipe d'entrepreneurs de politique, un noyau de personnes au niveau du ministère de l'Agriculture, des équipes projets, quelques-uns dans les autres ministères, et puis les quelques personnes des bailleurs de fonds qui suivent ces projets-là, qui sont convaincus de l'approche et qui essaient de la promouvoir sur le terrain, mais aussi de promouvoir le passage à la politique. Le ministère de l'Agriculture, j'ai dit à la traîne, c'est un peu fort, il suit, il n'est pas contre, mais il y a des tiraillements à l'intérieur entre des visions plus agro-business, plus propriété privée, plus sécurisation foncière, donc il n'y a pas vraiment une homogénéité au sein du ministère. Et puis, quand on discute avec les gens d'autres ministères, l'administration territoriale, etc., on voit qu'à cette époque-là, les gens étaient plutôt pour, en disant bah, écoutez, ça a l'air de marcher, ça répond. C'est vrai qu'en milieu rural, le titre foncier, on n'y croit pas trop, donc on soutient cette démarche-là. Par contre, dès cette époque-là, le ministère de l'Urbanisme s'opposait à une loi rurale en disant entre autres que le problème des frontières rural-urbain était ingérable et qu'il fallait un cadre légal qui soit uniforme et un point qui est important aussi, c'est que tout ça est un processus quand même essentiellement expert plutôt que technocratique, en sens où ça n'est pas fondé sur de la discussion, des négociations avec les organisations paysannes. Il y a eu bien sûr de la présentation des projets, des processus consultatifs pour dire est-ce que vous êtes d'accord, mais il n'y a pas eu il n'y a pas eu de débat approfondi sur la demande des organisations paysannes ou des producteurs en termes de sécurisation foncière. La façon dont le problème de la sécurité foncière a été posé était plutôt une démarche expert. Et puis d'autre part, il y a bien eu cette loi en 2007, mais sans vraiment de document de politique. Le fait de reconnaître, de renforcer les droits coutumiers était dans les documents stratégiques du ministère de l'Agriculture, dans sa politique de développement agricole, celle de 99, mais il n'y avait pas de document de politique qui disent voilà ce qu'on veut faire et pourquoi. Et puis donc un certain paradoxe d'une révolution juridique, parce que c'est vraiment très, 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 très fort, sans portage politique fort, qui avance petit à petit au gré des projets, des impulsions des uns et des autres, sans que ça soit un vrai projet politique au sens fort du terme, porté par le gouvernement. Et on verra que c'est sans doute une des fragilités du processus par rapport au projet porté par le MCA et le ministère de l'Urbanisme. Alors justement, on disait qu'au moment où le projet de loi était prêt, le dispositif de mise en œuvre était prêt, eh bien, l'initiative concurrente a été mise en place sous l'impulsion du ministère de l'Urbanisme et du MCA. Alors, je vois qu'il y a un message, je peux lire comme ça.
Donc, le MCA, vous en avez entendu parler, le MCC américain intervient dans pas mal de pays. Le Bénin est un des premiers pays, avec Madagascar d'ailleurs, sur lequel il est intervenu. L'objectif, c'est d'apporter des financements massifs pour des réformes structurelles censées promouvoir une croissance accélérée et une lutte contre la pauvreté par la croissance économique. Et bien, au cours des années 2004-2006, les équipes du MCC travaillent avec une équipe spécialement mise en place au niveau du gouvernement béninois pour préparer un compact, c'est le nom du contrat, qui vise globalement à faire du Bénin un pays attractif pour les investisseurs, avec des volets d'action sur le port, sur le financement d'entreprises, sur le foncier. Et pour le foncier, l'objectif affiché est de faire du foncier un actif monnayable. Et l'équipe qui est en place, l'équipe mise en place pour préparer ce projet, qui comporte des gens du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Urbanisme, etc., propose une réforme profonde, un peu autour des thèses de De Soto, si vous voulez. Il faut formaliser les droits informels pour leur permettre de participer au développement économique. Donc, il n'y a pas l'objectif, c'est le titre foncier, la question ne se pose même pas. Et l'objectif, c'est de rendre plus accessible le titre foncier en le rendant moins coûteux, plus facile d'accès et en réformant l'administration foncière, considérée comme le facteur majeur de blocage de l'extension des titres fonciers. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il vise à la fois à réformer la législation foncière pour l'actualiser, la mettre au goût du jour et l'adapter au contexte actuel. Uniformiser aussi, ça c'est très important pour eux. On ne veut pas de droits différents, il y a un droit foncier unique pour tout le pays, rural et urbain, et étendre aussi sur cette base-là les actions en cours. Et ce programme est négocié sous le deuxième mandat de Kérékou, mais se met en place après l'arrivée de Yahi Boni au pouvoir, qui entérine ces options-là en donnant en fait au ministère de l'Urbanisme la responsabilité de la réforme foncière. Donc ça devient, le ministère de l'Urbanisme devient le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la réforme foncière et de la lutte contre l'érosion côtière. Et c'est quelque part entre ministère de l'Urbanisme et équipe MCA Bénin que va se jouer le pilotage de la réforme, avec globalement une vision d'ensemble, mais des tensions aussi entre eux sur le rythme et la façon de faire. Voilà. Je suis désolé, je n'arrive pas à supprimer le curseur, donc à lire le message si ça me concerne ou pas. Donc, le projet Accès au foncier, il suit une démarche assez logique. D'une part, sur le volet réforme foncière, il veut faire un livre blanc, donc un état des lieux, un document de politique foncière, document stratégique, et le décliner dans un projet de code donc de réforme de la loi. Et au départ, ils disent, ben voilà, on a 4 ans ou 5 ans pour le compact. La première année va être consacrée à la réforme, avec toutes ces dimensions-là. Et ensuite, on mettra en œuvre donc l'extension des opérations de terrain dans le cadre de cette nouvelle loi. Alors évidemment, ça a été plus compliqué que ça, mais globalement, les choix se précisent aussi un petit peu au fur et à mesure, mais globalement, le document de politique foncière de 2011 affirme qu'il faut effectivement uniformiser les textes dans le cadre d'un code foncier unique, qu'il faut promouvoir une immatriculation et des titres fonciers, mais simplifiés, plus accessibles, met en place les outils nécessaires pour cela, des stations géodésiques, des outils techniques, et puis surtout veut créer une agence, l'Agence nationale des domaines et du foncier, pour prendre en charge l'ensemble de l'administration foncière, la rendre plus efficace, plus proche du terrain aussi, avec une déconcentration de la gestion et des antennes, normalement dans chaque commune, et en pratique, on le verra, surtout au niveau départemental. Alors là, on est aussi dans un débat entre professionnels et même entre cadres de l'administration, notaires, géomètres, vraiment un travail une réflexion qui est structurée par les professionnels du foncier. Et la question de la diversité des droits, de qu'est-ce qui se passe en milieu rural, etc., n'est pas le sujet et n'est pas audible.
Parallèlement à ça, donc, du coup, comme le processus de réforme légale prend du temps, les opérations de terrain démarrent avec du coup les deux volets urbains et ruraux qui font donc le parallèle avec les deux débuts des réflexions que je vous montrais dans les années 90, début des années 2000, avec d'une part une opération de transformation des permis d'habiter en titre foncier, où il s'agit de restructurer la commission qui avait accouché d'une souris, en espérant qu'en mettant plus de moyens, des dispositifs un petit peu différents, on arrive à passer à l'échelle et à sortir du micro en termes de délivrance de titres fonciers en milieu urbain. Et puis, sur le milieu rural, il s'agit de faire 300 PFR, donc de passer des 40 de la phase pilote à 300, enfin 300 nouveaux, environ un village sur 10. Alors, dans tout ce temps-là, la GIZ a continué aussi à faire des PFR sur le terrain, mais ça, je passe là-dessus. Mais les PFR ne sont pas dans la même logique que ceux des projets pilotes, puisque dans l'optique du MCA et du ministère de l'Urbanisme, ils doivent aboutir non pas à des certificats fonciers qui sont une alternative au titre foncier, mais au contraire à des titres fonciers. Et puis, ces 300 PFR, ils ont 4 ans pour le faire, ce qui est très peu, et ça sera un peu à marche forcée que ces 300 PFR vont être réalisés sur le terrain avec à marche forcée pour arriver à tenir les engagements contractuels. Alors, ce qui est important à voir à ce moment-là, c'est que le glissement de la finalité des plans fonciers ruraux. On a toujours des équipes qui vont faire des levées de parcelles systématiques sur l'ensemble d'un terroir villageois, en couplant enquête sur les droits et levée des parcelles, mais les dimensions, la combinaison des outils au sein du PFR n'est pas la même, et surtout la finalité n'est pas la même. Donc, cette diapo-là montre un petit peu la différence, et en particulier, ce qui est important, c'est que c'est prévu, les PFR étaient conçus au départ comme une alternative à l'immatriculation. Disons, les titres fonciers ne sont pas pour le milieu rural, ils sont inadaptés, ils ne correspondent pas à la réalité, ils sont trop chers, etc. Donc, on construit quelque chose à côté, avec des certificats gérés par un dispositif décentralisé d'administration foncière au niveau des communes. Et au contraire, le projet MCA reprend l'outil PFR, mais comme moyen de formaliser des droits de propriété privée, aboutissant à un titre foncier et géré non pas par les communes, mais par l'administration foncière déconcentrée. Donc, il s'agit d'un glissement de finalité, finalement, du même outil qui, d'une alternative, devient un instrument pour diffuser, élargir la diffusion du titre foncier en milieu rural. Alors, c'est, comme vous voyez, un projet très ambitieux, parce que même si on a 20 millions, 30 millions de dollars en 5 ans, faire tout ça en 5 ans est extrêmement ambitieux. Et ce projet est extrêmement critiqué par les acteurs qui, du côté du rural, promouvaient plutôt cette réforme adaptative, promouvaient les certificats fonciers et une alternative au titre foncier. Et c'est vrai que vu du rural, et j'en faisais partie à cette époque-là, ce projet MCA paraissait vraiment quelque chose comme une défense de l'immatriculation, des corporatismes qui étaient liés à ça, et quelque chose d'extrêmement extrêmement contestable. Et en fait, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à travailler plus directement sur le MCA, d'où ça venait, etc., ce qu'on ne voyait pas en regardant les choses maintenant du milieu rural, c'est l'ambition réformatrice et l'autre front de débat, pas seulement concernant le milieu rural entre ceux qui promouvaient des certificats individuels et collectifs versus ceux qui promouvaient le titre foncier, mais au sein même de ceux qui pensaient en termes de titre foncier, il y avait des forts clivages, des forts conflits entre, disons, les urbanistes, pour faire simple, et la DDET, la direction des domaines de l'enregistrement et des timbres, qui gère les titres fonciers au niveau du ministère des Finances, et était vue comme le blocage majeur, parce qu'une administration sous-équipée, assez corrompue et inefficace et extrêmement centralisée, et refusant complètement de se décentraliser. Et en fait, il y avait là donc un front de très fort où les promoteurs du projet MCA voulaient casser la DDET, réformer ça, rendre plus transparent, plus déconcentré le fonctionnement de l'administration foncière et
et l'accès au droit. Il se battait aussi contre les communes qui avaient un certain nombre de prérogatives foncières de droit ou de fait et qui étaient accusées d'utiliser, oui, de manque de rigueur et d'être aussi source d'insécurité foncière. En même temps, ce projet en 5 ans, de faire tout ça en 5 ans, est extrêmement ambitieux, beaucoup trop, et s'est retrouvé avec ce qu'on appelle des confusions de temporalité, c'est-à-dire de devoir faire en même temps l'opérationnel et le changement et la négociation de la réforme, et avec des modalités opérationnelles, mais ça, je n'ai pas le temps d'y rentrer, qui posaient problème sur les opérations de terrain. Donc, tout au long des 5 ans du MCA, entre 2006 et 2011, on avait, donc l'équipe a préparé le code domanial et foncier en faisant effectivement des études, le document de politique foncière, le livre blanc, le document de politique foncière, etc. Et donc, comme je disais, c'était essentiellement un processus expert, et c'est vraiment à la fin que Synergie Paysanne, un petit syndicat paysan très engagé sur la question foncière, a réussi à s'imposer sur la table et à faire partie à intégrer les instances de discussion. En ayant constitué autour d'elle une alliance pour un code foncier responsable avec une quinzaine d'organisations. Donc, c'est progressivement que les choix se sont stabilisés, avec en mai 2010 cette agence de l'immatriculation foncière, et en octobre l'abandon de la référence au titre foncier, parce que la bagarre autour de titres fonciers ou certificats fonciers était très très forte. De nombreuses critiques étaient portées sur le titre foncier qui est inattaquable, incontestable, même quand il repose sur des fraudes, sur des erreurs, sur des malversations, ce qui aboutit à spolier finalement les gens qui en sont les victimes. Et en octobre 2010, finalement, il y a un consensus qui est trouvé pour abandonner le titre foncier au profit d'une notion de certificat de propriété foncière, qui vaut pour le rural et l'urbain, qui est un titre de propriété, mais qui peut être éventuellement contestable pendant 5 ans en cas de malversation ou d'erreur. Le code a finalement été voté en 2013, donc 2 ans après la fin du projet. Et bizarrement, alors que les corps professionnels, les notaires, les juristes, les géomètres avaient été très fortement associés à la négociation, le font un courrier commun attirant l'attention sur le risque que le code, justement parce qu'il autorise des contestations des certificats de propriété foncière pendant 5 ans, en cas de fraude et d'erreur, risquait d'être source d'insécurité foncière, parce qu'il faut connaître la sociologie béninoise, comme disaient les gens, la volonté de se nuire, de chercher des poux dans la tête. Ils disaient, mais ils vont attendre 4 ans et 360 jours avant de faire la requête, ça va générer de l'insécurité. Les gens avec un certificat de propriété foncière ne pourront pas demander des crédits avant 5 ans. Bref, ce sera un échec. Ça serait un échec et un risque d'insécurité foncière accru que de renoncer à l'intangibilité du titre au caractère non attaquable. Le texte donc est voté en 2013, le compact est fini, les Américains ne sont plus là pour financer le processus, et du coup c'est la coopération des Pays-Bas qui prend un peu le relais et qui finance à la fois la préparation des décrets d'application et la préparation de la formation aux communes sur le terrain. Et à partir de là, eh bien, il y a aussi une bagarre, un point important aussi. Le texte de code foncier domanial ne précisait pas qui avait la tutelle de l'ANDF, de cette Agence nationale des domaines et du foncier. Et de fait, les arbitrages n'étaient pas faits au moment où le code a été voté, un petit peu en urgence. Et il a fallu plus d'1 an pour que les arbitrages politiques soient faits et que finalement, ce soit le ministère des Finances qui gagne la tutelle de l'Agence nationale des domaines et du foncier. Alors, c'est un peu un paradoxe, parce que c'est le ministère de l'Agriculture qui a promis vraiment tout ça contre le ministère des Finances, ou en tout cas la direction des domaines. Mais une fois les arbitrages faits, le ministère des Finances joue le jeu, réforme la DDET, crée la NDF, met en place, et les choses se déroulent ensuite progressivement. Donc, vous voyez, pour cette deuxième phase concernant le projet MCA et la réforme, cette volonté assez massive, mobilisant des moyens financiers assez importants, un haut portage politique pour impulser cette réforme vue
sous l'angle de la réforme de l'administration foncière, vu qu'une réforme, plus qu'une réforme des catégories de droits reconnus, puisqu'au contraire, il s'agit de rester sur le titre foncier ou très proche avec le certificat de propriété foncière. Alors, quelques petits points clés sur cette période-là. Donc, effectivement, comme je disais, il y avait une vraie volonté de réforme globale et d'uniformisation, d'assainissement du secteur foncier, porté par une petite équipe réformatrice. Elle le fait à partir d'une conception orthodoxe de la propriété, vraiment la propriété privée, une vraie volonté de réforme institutionnelle, donc des dispositifs d'administration foncière, de lutter contre l'éparpillement des responsabilités, de recentrer les responsabilités au sein d'une agence, de pouvoir mobiliser du coup du personnel plus important, etc. Avec en même temps une volonté, un rythme assez incompatible avec l'ampleur du boulot qui était prévu et qui est lié au financement de projet. Donc une confusion entre le temps des projets et le temps des négociations et des réformes des politiques qui s'étale sur bien plus longtemps. Et puis aussi une volonté ou une illusion de basculement rapide, puisqu'il s'agissait de basculer l'ensemble des droits en 10 ans. Au départ, il s'agissait de pouvoir faire 70 000 titres issus des certificats fonciers. Il s'agissait de transformer 30 000 permis d'habiter en titres fonciers. Donc une volonté de basculement rapide que les projets opérationnels n'ont pas du tout réussi à faire. Mais en tout cas, entre 2013 et 2015, eh bien, le fait que cette vision-là l'a emporté sur le réseau de la sécurisation foncière, le réseau du certificat foncier, est clair. Et là, vous voyez bien que c'est aussi un réseau composé d'acteurs béninois et d'acteurs internationaux. C'est des acteurs du ministère de l'Urbanisme, c'est l'équipe béninoise du MCA, c'est autour des géomètres, des juristes, etc. C'est le MCC américain derrière. Donc on a aussi des réseaux de politique publique internationalisés, comme pour les plans fonciers ruraux, mais simplement, ce n'est pas du tout les mêmes. Et ils n'ont pas la même vision du problème, la même vision de ce qu'il faut faire et comment. Alors, à partir de 2016-2017, mettons 2016, la création de l'Agence nationale des domaines et du foncier, eh bien, cette démarche-là, qui donc l'a emporté politiquement avec le vote du code, se déploie et bénéficie effectivement, alors que ce n'était pas forcément complètement clair au début des années 2010 avec Yahi Boni, en tout cas à partir de l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, il y a un clair soutien politique qui se traduit par de la mise à disposition de personnel, qui se traduit par une baisse des taxes liées aux démarches foncières, et puis une mise en place, un déploiement de l'agence qui a aujourd'hui, enfin, d'après le site, 238 agents, je pense 10 ou 20 fois plus que l'ancienne des dettes, qui a des bureaux déconcentrés départementaux. Des financements importants, en partie sur le budget national, sont mis en place pour numériser la documentation foncière, raccorder tous les plans, récupérer tous les plans de lotissement, les raccorder à un système d'information géographique unique et constituer l'ébauche d'un futur cadastre où l'objectif, c'est qu'effectivement, depuis le bureau, on puisse avoir accès à toute l'information sur toutes les parcelles sur l'ensemble du territoire national. Alors, ceci n'est qu'en cours de déploiement. Je vous montrerai une photo tout à l'heure. Mais c'est clairement la logique. Et parmi les autres rebondissements, il faut noter qu'il y a une révision du Code foncier domanial en 2017 avec deux dimensions majeures. D'une part, un retour au titre foncier. Vous vous souvenez qu'après 2013, les ordres professionnels avaient fortement protesté contre la suppression de la mention au titre foncier et en particulier le fait que les certificats de propriété foncière étaient contestables pendant 5 ans en cas de fraude ou d'erreur. Eh bien, en 2017, on revient au titre foncier et donc à son intangibilité. Et un petit élément qu'on n'aura pas le temps de discuter, mais le statut des attestations de détention coutumière, j'ai appelé ici ADC, est traité, en sens où c'était quelque chose qui était introduit quelque part de façon pas très claire dans le texte,
pour dire, eh bien, pour faire une demande de titre foncier, vous avez besoin d'un document qui montre que vous avez déjà une présomption de propriété, donc il faut un papier quelconque. Si on supprime les certificats fonciers, si on supprime les certificats administratifs, si on supprime les permis d'habiter et tout ce qu'il y avait avant, eh bien, il faut bien quelque chose pour le remplacer. Et le Code foncier domanial de 2013 prévoyait une attestation de détention coutumière en disant que ce serait à l'agence de les fournir. Et les communes, en fait, se sont battues très fortement pour avoir cette prérogative-là, ce qu'elles avaient auparavant, et récupérer quelques prérogatives foncières et quelques recettes fiscales, parce que auparavant, elles avaient le pouvoir d'enregistrer les conventions de vente, de prélever des taxes dessus, et la réforme, en sortant les communes du jeu foncier, diminuait aussi significativement les recettes fiscales des communes. Donc, l'ADC est mise en avant et redonnée aux communes qui regagnent, là, en 2017, un petit peu de prérogatives, un petit peu de place dans le jeu, dans l'administration foncière. Voilà, donc si vous allez aujourd'hui sur le site du Cadastre national du Bénin, eh bien, pour les villes, c'est loin d'être le cas partout, mais là, si je me souviens, c'est Parakou que j'ai pris. Pour les villes, vous pouvez zoomer effectivement sur la carte avec toutes les parcelles loties, savoir s'il y a un titre foncier, s'il n'y a pas de titre foncier, s'il n'y a pas de propriétaire connu. Donc le gris, il est assez limité dans les zones centrales, il est un peu plus important en périphérie. Donc il y a un début de cadastrage et donc de mise à jour de l'information foncière sur un système d'information géographique accessible en ligne. Les démarches sont aussi faites en ligne. Si vous faites votre demande de mutation, votre demande de titre, vous pouvez savoir où est-ce que vous en êtes. Vous avez un accès, vous avez un code d'accès à votre dossier qui vous permet de suivre, ce qui a l'avantage d'une traçabilité et d'une fait de ne plus avoir d'interlocuteur direct en face. Donc, de ne plus avoir de gens qui peuvent vous dire ah, écoutez, là, si vous voulez que le dossier avance, il faut l'aider un petit peu. Mais l'inconvénient, évidemment, de réserver ça à ceux qui maîtrisent ces démarches, ont accès à Internet, savent utiliser des procédures en ligne, etc. Et bien sûr, l'ensemble du territoire est loin d'être couvert. Et cette démarche-là, sur des lotissements, évidemment, n'est pas très difficile à faire, mais va se confronter au même problème, sinon pire, que les plans fonciers ruraux, dès lors qu'on sera dans des situations rurales avec des droits complexes, des parcellaires évolutifs, des fronts pionniers, des zones pastorales, etc. Mais ça, c'est quelque chose dans lequel, pour l'instant, les acteurs de l'ANDF ne veulent pas affronter et considérant plutôt que ça viendra peut-être après. Voilà, pour conclure sur cette vision vraiment très rapide, vous voyez bien qu'on a eu 25 ans, 30 ans presque, 25 ans d'expérimentation et tâtonnement entre le tout début des années 90 où la question de la sécurité foncière a été mise à l'agenda, et 15 ans d'expérimentation, de tâtonnement et aussi de conflits de vision de la politique, avant que, entre 2013 et 2016, se stabilise finalement un cadre légal et institutionnel qui a l'avantage de la cohérence, même si il ne traite pas un certain nombre de problèmes et qu'effectivement on peut penser qu'il ne traite pas les problèmes du rural. On a vu donc 2 projets contradictoires de réforme foncière qui tous les deux visaient à sortir de l'informalité, donc à donner accès à des droits légalement reconnus aux citoyens, mais avec des façons différentes de quels droits, dans quel dispositif d'administration foncière. Projets contradictoires portés par des réseaux différents qui chaque fois regroupaient des acteurs béninois de l'administration, des experts, des consultants, des chercheurs, des acteurs, des bailleurs de fonds, mais pas les mêmes. Et donc des réseaux de politique publique qui traversent les frontières entre public, privé, national et international. On n'avait pas la Banque mondiale contre le Bénin, on avait la Banque mondiale et le ministère, enfin pas la Banque mondiale, pardon, le MCC et le ministère de l'Urbanisme contre une partie du ministère de l'Agriculture et l'AFD et un peu la GIZ. Je pense que c'est important pour comprendre justement ces logiques de construction des politiques. On a des processus politiques complexes qui ne
ont à la fois des enjeux de politique, donc de lutte pour le pouvoir, de lutte d'intérêt. On a vu que les passages les changements de président avaient eu des influences même sur la trajectoire. Des enjeux aussi de contrôle de l'administration foncière, de contrôle des rentes de l'administration foncière. Est-ce que les communes ont le droit d'enregistrer des conventions de vente? C'est aussi des questions de ressources. Et puis, au-delà de ça, des questions de politique, des questions de vision de projet de société. Est-ce que l'objectif, c'est de construire des citoyens béninois individuels ayant une propriété privée individuelle, et donc de façon directe, massive ou pas, de mettre en cause les droits familiaux, les patrimoines familiaux, ou est-ce que l'objectif, c'est de trouver des façons d'organiser une gouvernance foncière qui prenne en compte la pluralité des normes et qui essaie de trouver des articulations entre la conception de l'État et les conceptions locales, en particulier en milieu rural. Et bien, ces divergences de vision de la politique, avec ces différents enjeux, ces enjeux d'intérêt, ces enjeux de vision de la société, se traduisent dans des luttes interinstitutionnelles, des rivalités très fortes au sein même des institutions béninoises. Et là-dedans, les bailleurs de fonds et les projets ont un rôle ambivalent. À la fois, les bailleurs de fonds ont des alliés, ou se trouvent des alliés, ou interviennent en soutien à des réseaux constitués. Avec les moyens qu'ils mobilisent, ils permettent à ces réseaux d'acteurs de poursuivre leur propre vision. Et les financements de projets, ils permettent justement, d'expérimenter, ils permettent d'agir sur le terrain, ils permettent aussi à des équipes d'avoir la possibilité de travailler, de négocier, de faire pression, et donc d'avancer, d'essayer de faire avancer leur propre vision. Alors, par rapport à ça, les plans fonciers ruraux dont on a parlé partagent, j'avais dit un petit peu tout à l'heure, une conception cadastrale qui, quand on regarde de près comment les choses se passaient sur le terrain, aboutissent à une simplification des droits et en partie à des exclusions. Les PFR enregistrent un propriétaire individuel ou collectif, donc un groupe d'héritiers lorsqu'il y a un héritage non partagé, mais les droits des tiers, le droit des pasteurs sont sous-estimés lorsque... Bref, enfin, il y a une simplification des droits liés à ça. Il ne faut pas idéaliser les plans fonciers ruraux dans leur capacité à coller aux pratiques foncières locales. Mais ils avaient l'avantage, effectivement, de pouvoir de prendre en compte des droits individuels et collectifs, et dans une logique de proximité beaucoup plus forte et une réduction des coûts beaucoup plus radicale que celle du titre foncier. Et ce qui est significatif dans les débats qui ont eu lieu entre 2003 et 2013, c'est à quel point il était compliqué de légitimer cette alternative au titre foncier, à la fois parce qu'elle s'opposait à des projets politiques très clairs de la part des autres acteurs, mais aussi parce que le fait que le titre foncier est la solution fait partie de l'imaginaire collectif, finalement, et les personnes qui n'ont pas d'expérience en milieu rural, dont ne sont pas posées spécifiquement la question, n'ont pas spontanément la réflexion critique sur le titre, ses limites, et pourquoi est-ce que ça peut être pertinent de penser en dehors du titre. Donc, c'est plus difficile de légitimer des approches alternatives de titre certificat foncier que de défendre le titre foncier. Et un autre élément qui me semble important aussi, c'est que, en fait, les plans fonciers ruraux sont assez marginaux aujourd'hui dans le code, enfin, ils sont dans le code foncier domanial, mais assez marginaux, et très peu repris en charge par l'Agence nationale des domaines et du foncier. Et en fait, les PFR, ils ont été avant tout un instrument de promotion d'une réforme, plus qu'un instrument de gouvernance foncière, de gestion foncière. Alors, le schéma est peut-être un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est de voir qu'il y a un décalage permanent parce que pendant la phase pilote, eh bien, le cadre légal, c'était la loi de 65 sur la propriété, puisque la loi portant régime foncier rural n'était en préparation. Pendant que la loi de 2007 était en phase, eh bien, le MCA faisait des plans fonciers ruraux avec l'optique de délivrer des titres fonciers.
et de ne pas donner de responsabilité aux communes. Donc la démarche mise en œuvre était en décalage par rapport au cadre institutionnel. Et depuis le vote du code domanial et foncier, eh bien, les plans fonciers ruraux ne sont plus très à l'ordre du jour. Enfin, peut-être que Roch me complétera ou me corrigera. Mais en tout cas, du point de vue de l'Agence nationale du domaine du foncier, elle veut clairement être le seul maître d'œuvre de cet enregistrement des droits. Elle ne veut pas qu'il y ait des projets en lien avec les communes qui fassent des cartes de leur côté. Ça a été pas mal de bagarres dans les années 2015-2016. 2016-2017, pardon. Et donc, eh bien, cet instrument des plans fonciers ruraux s'est toujours trouvé en décalage par rapport au cadre juridique du moment, parce qu'il était dans une phase de préparation d'une réforme future. Et ça, il me semble que c'est important dans la réflexion sur le phasage des réformes, de ce lien entre le temps de l'évolution des politiques et des cadres légaux et le temps des projets et des démarches opérationnelles. Alors, donc, le vote du Code foncier domanial témoigne d'une victoire de l'immatriculation, avec des bases qu'on peut discuter, mais ça, on y reviendra, je suis déjà assez long. Et ce qui est important aussi, et ce qui est à observer maintenant, et moi, j'ai arrêté de véritablement travailler sur le Bénin. Alors, encore une fois, Gbagbo et les autres pourront en dire des choses. On a l'impression qu'il y a de réels changements dans l'administration foncière à travers ce toilettage juridique, mais la profonde réforme institutionnelle, et des interrogations, parce que ça mérite des recherches actuelles sur est-ce que ce dispositif est vraiment effectif, jusqu'où, qui a accès, qui demande des titres fonciers aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas principalement un accès élargi aux titres fonciers pour les classes moyennes urbaines, plus qu'une sécurisation de l'ensemble de la population. Et on peut penser, en tout cas, c'est mon hypothèse, qu'effectivement, cette réforme n'est pas une logique inclusive qui vise à donner accès aux droits à l'ensemble des citoyens, mais principalement à étendre ou faciliter l'accès aux titres pour ces classes moyennes urbaines, et que du coup, la question de l'accès aux droits de la majeure partie de la population n'est pas réglée, loin de là, avec le risque du coup d'une insécurité ou d'une informalité accrue pour les populations pauvres à partir du moment où les formes peut-être un peu pas complètement carrées auxquelles elles avaient droit, de certificats administratifs, de certificats fonciers, etc., sont devenus illégaux et donc ne sont plus disponibles pour elles. Je vous remercie et j'espère ne pas trop vous avoir assommé pendant cette présentation un petit peu longue, mais qui est semblait intéressant de vraiment revenir sur toute cette histoire, les enjeux qu'il y a derrière. Merci beaucoup, Philippe. Je pense que, étant donné qu'on devait écouter un retour sur 25 ans, c'est quand même un quart de siècle. Donc, merci de nous avoir baladés pendant ce quart de siècle pour nous rafraîchir sur tout ce processus. Il peut être intéressant, avant d'ouvrir le débat pour l'ensemble des participants, de permettre à acteurs qui ont vécu cette expérience des informations complémentaires ou en tout cas réagir. Maintenant, Roch, est-ce que vous allez vous exprimer en tant qu'entrepreneur politique ou bien en tout cas, on vous laisse la parole si vous souhaitez la Et vous avez bien dit Roch? Oui, absolument. Allô? Qu'on vous entend un peu mal, mais... Bon, pour moi, c'est Roch Mongo, pas entrepreneur politique. Je suis socio-anthropologue, agronome. Oui, vous avez la parole. Ah, d'accord. Le réseau chez moi, effectivement. OK, j'espère que vous m'entendez. Je
que je disais que je n'étais pas un anthropologue. C'est un peu haché, mais on comprend. D'accord. Merci beaucoup, Philippe, pour cet exposé. Je ne réagis pas en qualité d'entrepreneur politique. Je n'en suis pas un. Et je suis agronome et socio-anthropologue, chercheur à l'université. Ça ne va pas, hein? C'est un peu haché. Oh là là. C'est un peu haché. C'est de mon côté que la connexion semble flotter. Et c'est bien dommage. Mais on peut vous revenir dans un moment à ce moment-là. Mais je pense que si vous mettez la vidéo, ça risque d'être encore plus compliqué. Apparemment, Sans la vidéo. Peut-être, Ouais. il me semble que j'ai entreaperçu Béranger. Peut-être qu'il y a d'autres personnes du Bénin qui veulent rapidement compléter, corriger peut-être des erreurs avant de rentrer dans le débat. Merci Philippe. Vous m'entendez? Oui. Allô? Très bien. Vous me recevez? On vous entend très bien. Allez-y. Oui, on vous reçoit très bien. Oui. Donc, je me présente à nouveau, Béranger Avouime, socio-anthropologue, spécialiste de l'anthropologie du droit foncier au Bénin. Je voudrais d'abord remercier Philippe pour sa brillante présentation. En réalité, la présentation qu'il vient de faire nous montre clairement de quelle manière les réseaux d'intérêt parviennent parfois donc, à contrebalancer et à influencer le portage des politiques publiques en matière foncière au Bénin et au-delà du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas pour compléter, mais c'est davantage pour compléter ce que Philippe vient de dire. Vous voyez, depuis que le nouveau régime s'est installé, le régime du président Talon, nous avons constaté qu'il y a non pas une remise en cause à fond donc de la législation de 2013, mais un retour en force du titre foncier. Et ce titre foncier a été consacré par la nouvelle loi sur le foncier. Et aujourd'hui, l'argumentaire qui a été utilisé pour consacrer le titre foncier, c'est comment faire pour harmoniser notre loi avec les exigences de l'OHADA. Ouais. Et ce qui a été intéressant dedans, c'est qu'on a ouvert une fenêtre pour davantage trouver des mécanismes pour valoriser les ayants droit ceux qui sont détenteurs donc, des titres coutumiers. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on a appelé l'attestation de détention coutumière, qui est une forme de droit intermédiaire qu'on peut faire basculer quand on veut avoir donc, le titre foncier. Vous voyez? Donc, c'est un clin d'œil pour ceux qui sont les détenteurs donc, des droits fonciers coutumiers. Mais le problème qui se pose, c'est de savoir quel est le niveau d'appropriation de ce dispositif actuellement au Bénin. Est-ce que les organes, notamment les communes, les collectivités locales, œuvrent véritablement pour que les concernés puissent avoir l'information et pouvoir profiter de cette opportunité qu'offre la nouvelle législation? Donc, tout le problème est à ce niveau. Donc, globalement, c'est ce que je voudrais ajouter à la présentation qui a été faite pour dire finalement que la question qui se pose, c'est surtout une question d'appropriation, une question donc de niveau d'impréation du système des référents traditionnels. On ne dira pas que les populations sont réfractaires aux droits positifs avec les dispositions qui sont proposées, mais
c'est un problème d'appropriation qui se pose, d'adaptabilité également. Donc, il faut que l'information soit passée, les sensibilisations soient faites aux endroits qu'il faut pour que les personnes qui sont à même, donc, qui sont détentrices donc, de ces pouvoirs en matière donc, foncier, en matière foncière, que ces personnes également soient associées pour que l'information soit véhiculée, pour que les populations puissent adhérer, comprendre et s'approprier donc de ces instruments qui, du moins, si elles sont mal cernées, non, va continuer donc à créer des problèmes d'insécurité foncière. Merci, Béranger. Je suis de retour. Est-ce que je peux dire un mot? C'est un peu mieux maintenant? Certainement. On est complètement mieux, oui. On est à vous. C'est un peu mieux, très bien. Alors, je voulais dire merci à Philippe pour le travail et dire que le processus de réforme de législation foncière sur les 25 années, je vais ajouter quelques petites bribes, ça a été un espace de dialogue ou de débat et avec des acteurs qui sont en position inégale, de leur connaissance sur la capacité à faire valoir. Le débat a commencé où la gestion durable des terres et la valorisation économique des ressources foncières, ou la sécurité durable des terres. Il a parlé de la gestion des érosions, mais c'est aussi un phénomène qui veut que ceux qui sont des emprunteurs de terre, les immigrants, puissent défricher sans planter des arbres. Parce que planter des arbres laisse la trace d'une propriété foncière. Et pour éviter une confusion dans la propriété, dans le droit de propriété foncière, on interdit aux migrants ou aux exploitants fonciers de planter des terres sur des arbres sur les terres qui n'ont pas en propriété. Alors, les PFR étaient censés sécuriser les détenteurs de droits coutumiers et les exploitants en situant bien les droits d'exploitation, différencier les droits d'exploitation et les droits de propriété. Mais cet aspect de la gestion foncière, de l'espace foncier rural a été oublié dans le processus. Et en même temps, en se focalisant sur la sécurisation du droit de propriété, avec les différents instruments qui ont été mis en place jusqu'à la réhabilitation ou bien la réinstauration des titres fonciers, on a oublié complètement le fait que ce n'est pas le titre foncier qui valorise la terre, mais c'est l'exploitant foncier d'où qu'il vient qui donne de la richesse, qui transforme la richesse en actif pour en tirer une richesse aussi bien pour la communauté que pour le pays. Donc, ces aspects ont été évacués par un juridisme un peu trop carré et des professionnels qui avaient un accès au pouvoir et une capacité de faire valoir leur position que les autres n'avaient pas. Une dernière chose que je vais dire, c'est les grands changements que nous avons eus dernièrement et qui, dans le processus de réforme politique, montrent le poids d'une capacité de décision, d'une prise en charge du processus au niveau le plus élevé de l'État et d'un engagement conséquent qui traduit une bonne et une lecture opportuniste du pouvoir central aujourd'hui, je vais dire clairement Patrice Talon, qui a réalisé et qui est conscient de la valeur du cadastre en termes d'assiettes, de sources de taxes pour les finances publiques. Et donc, c'est ce qui explique qu'il a confirmé la tutelle de l'ANDF au niveau du ministère des Finances, et vous ne pouvez plus lever un seul papier, une seule transaction foncière dans n'importe quel coin du territoire national maintenant, sans que cela ne génère des ressources, des recettes directement pour les finances publiques
et sans qu'il y ait des pertes en ligne. Et donc, comment dit-on, l'institution nationale, le cadre institutionnel national actuel de la gestion foncière a eu comme arrière-plan le souci de l'assainissement des finances publiques et mobilisables à travers le foncier. Et je ne suis pas sûr que cette vision opportuniste pour les finances publiques s'étend sur les autres matières que nous perdons en ligne avec les options qui ont été prises dans la sécurisation du droit à travers les textes qui sont actuellement en vigueur. Mais dans tous les cas, c'est une expérience intéressante qui traduit le processus politique chez nous et les divers quiproquos qui émergent et qui arrivent et qui ne sont jamais traités réellement. Et les communes aujourd'hui sont dessaisies progressivement de l'essentiel de leurs prérogatives en termes de gestion foncière. Mais pour finir, je veux dire qu'il y a une force politique au niveau élevé qui permet ces choses, mais la durabilité de tout ceci demeure questionnable. Il est à souhaiter que ceci puisse se consolider et des ajustements et des améliorations se fassent à l'intérieur d'un cadre qui est plus structuré, plus lisible que les errements que nous avons connus sur les 25 dernières années. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait... Oui, oui. Allez-y, Mohamed. OK, je suis Mohamed Nasser Bako de l'Université de Parakou. Je suis agronome sociologue des ressources naturelles. Je suis aussi intéressé par ces questions sur le foncier. Je voudrais dans un premier temps remercier Philippe pour avoir balayé, je vais dire, l'histoire politique béninoise en matière sur les questions foncières. Malheureusement, au début, je n'ai pas pu suivre du fait donc, de la connexion, mais pour le peu que j'ai suivi, je crois que je suis très content et je voudrais juste que Philippe revienne un peu pour nous dire les enjeux, les jeux de pouvoir qui ont permis à un moment donné de loger la NDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, au niveau du ministère des Finances. Parce que je sais, pendant les discussions, le ministère de l'Agriculture était bien positionné, le ministère du cadre de vie et de l'environnement. Comment cela a pu se passer pour que le Bénin loge toute sa stratégie, on va dire, foncière sur une structure très puissante, n'est-ce pas, et qui, au finish, va donner l'impression que pour le Bénin, la sécurisation foncière va se faire à travers une certaine marchandisation de cette ressource-là, tout simplement. Je voudrais également que Philippe, si c'est possible, nous parle un peu de la fragilisation, en fait, du pouvoir décentralisé. Les élus locaux, les communes, bien que le Bénin soit à l'ère de la décentralisation, on a comme l'impression que tout se passe comme pour fragiliser les communes, et ceci pour une hyperpuissance de l'ANDF. Et ça, c'est des aspects sur lesquels il faut certainement revenir sur ces 25 ans donc, de parcours-là. Enfin, on est en train d'entendre dire qu'il y aura certainement une nouvelle relecture de ce code foncier domanial au Bénin. Je ne sais pas si Philippe est informé, mais là, on ne sait pas trop ce qui se fait dans ce sens-là. Et il faudra, dans la continuité des 25 ans, déjà voir les nouveaux pas et puis les nouvelles orientations que le Bénin veut se donner sur cette question-là. Merci beaucoup et une fois encore, merci à tout le monde. Merci Mohamed. Est-ce qu'il y aurait un dernier ami béninois qui voudrait aussi poser des questions, apporter une contribution? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on a suffisamment d'éléments. Oui, oui. Oui, je voulais juste ajouter, donner un footnote sur cette faiblesse du ministère de l'Agriculture et dans cette discussion qui peut se voir à la fin de compte et se faire dessaisir d'une institution comme celle-là.
en fait, la perte de capacité du ministère. À travers cette expérience, on se rend compte que la puissance d'un ministère dans un débat politique comme celui-là est tributaire de la capacité d'acteurs précis, bien au courant des faits, capables d'argumenter, d'organiser un point de vue et de le porter aux divers niveaux du ministère et de réussir à en faire un objet important dans le budget annuel du ministère chaque fois. Quand les forêts, eau et chasse sont sorties du ministère de l'Agriculture pour aller au ministère de l'Environnement au début des années 90 à la faveur de la création de ce ministère de l'Environnement, c'est là qu'a commencé la perte du pouvoir du ministère de l'Agriculture puisque les projets de gestion des ressources naturelles sont sortis du ministère pour aller vers du ministère de l'Agriculture pour aller vers le ministère de l'Environnement et la cellule foncière du ministère de l'Agriculture n'était pas staffée par des gens capables de se battre pour et porter la matière sur le haut des débats. Et cela ne s'est pas amélioré avec l'arrivée du MCA, etc. Je pense que c'est cela la raison. S'il y a une relecture du code actuellement et que les acteurs société civile Allô, merci de désactiver la vidéo. Les enjeux du foncier que si on ne réussit pas à porter, à introduire dans le débat les enjeux du foncier qui sont perdus à travers l'orientation qui est donnée actuellement, il y a fort à parier que la relecture du code aille vers comment l'appelle-t-on, un resserrement des vices dans le sens d'une libéralisation, d'une privatisation et d'une instrumentalisation du foncier au profit des finances publiques et au détriment de la sécurité d'exploitation et des jouissances des agriculteurs et des petits paysans. Merci Roch. S'il n'y a pas une autre prise de parole du côté du Bénin, je pense qu'on peut laisser à Philippe le soin de revenir notamment sur cette interrogation transversale que les trois acteurs du côté de l'État qui utilisent le ministère des Finances et qui continuent à donner au titre son caractère un peu beaucoup lié des populations, des collectivités locales, des communes qui semblent progressivement être dessaisies. Philippe, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ces interrogations? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, effectivement, Roch fait bien de remarquer, effectivement, dans ce glissement progressif depuis les intentions initiales, la dimension productive est très vite passée complètement au second plan. On n'est plus du tout sur un enjeu faciliter la production agricole, favoriser l'investissement. On est vraiment dans développement d'un système légal, extension de l'appareil d'État sur son territoire et de l'emprise du coup de l'administration sur des parts croissantes du territoire, avec des finalités peut-être justement de contrôle du territoire, des finalités de ressources publiques à travers la fiscalité. Et cet enjeu de la fiscalité est très important, effectivement, parce que j'avoue que je n'ai pas réussi à aller vraiment au bout de le questionnement sur pourquoi le ministère des Finances a gagné. Ce qui est sûr, à mon avis, c'est que le ministère de l'Agriculture n'était pas vraiment en lice, pour les raisons qu'a rappelé Roch, il n'était pas politiquement suffisamment fort. Et c'est un point de comparaison intéressant par rapport au Burkina, dont Hubert nous parlera le mois prochain. Voilà, les ministres n'ont jamais été puissants. Politiquement, le ministre de l'Agriculture ne l'est pas trop. Et par contre, effectivement, quand Yahi Boni est arrivé au pouvoir, c'est un très proche de lui qu'il a mis à ce ministère de l'urbanisme et de la réforme foncière.
Et dans ce que j'ai su, par contre, effectivement, l'enjeu fiscal était déterminant. Le ministère des Finances ayant dit, mais si on n'a plus le cadastre sous la main, c'est-à-dire si on n'a plus qui a des titres où, on ne sera plus capable d'assurer l'imposition et on va perdre des ressources fiscales. Et apparemment, ça a été quand même un des enjeux importants. Mais par contre, ce qui est important, c'est de ne pas en rester au niveau, enfin, il y a le ministère des Finances et il y a la direction des domaines. Et par contre, quand la direction des domaines, donc à l'intérieur du ministère des Finances, refusait de se décentraliser, et elle a refusé mordicus, ce que mes interlocuteurs m'expliquaient, c'est que là, on n'était plus du tout dans les stratégies de l'État et des ressources fiscales. On est dans le fait que le directeur de la DDET, ayant contrôle sur l'ensemble du territoire, a le contrôle sur ce qui se passe à Abomey-Calavi, dans les banlieues de Cotonou, là où se passe la spéculation foncière et là où il y a des enjeux politiques et financiers à contrôler. Or, s'il devenait le directeur d'une des dettes déconcentrées où les choses se passaient au niveau des départements, eh bien, il perdait le contrôle direct sur les dossiers fonciers les plus sensibles. Et donc là, on est vraiment sur des questions corporatistes, voire en tout au minimum corporatiste et clientéliste, ce qui fait qu'il y avait un refus complet de se déconcentrer, de la même façon qu'ici au Sénégal, la fameuse CCOD est extrêmement concentrée, tout passe par là, ils ne peuvent pas traiter les dossiers, et par contre, du coup, ils ont la main sur tout ce qui se passe en matière de demande de titre dans le pays. Voilà, du coup, effectivement, il y a une fragilisation du pouvoir des élus locaux à plusieurs niveaux. Déjà, je pense qu'on a globalement un retour en arrière par rapport aux politiques de décentralisation qu'on voit dans plusieurs domaines. La bagarre dans les politiques de l'eau potable n'est pas finie et les ministères sectoriels reprennent du poil de la bête. Donc, il y a quelque chose, il me semble, assez général dans la remise en cause, en tout cas des rééquilibrages par rapport aux politiques de décentralisation. Et là, en l'occurrence, effectivement, les communes avaient des responsabilités sur les lotissements, délivraient des permis d'habiter, c'est vrai, quelquefois en dehors du cadre légal, puisque normalement, ça ne se fait que sur le domaine de l'État, donc sur des terres titrées au niveau de l'État. Mais faute d'autres solutions, ils délivraient des permis d'habiter à des gens sur des terrains coutumiers. Et les mairies affirmaient les conventions de vente, c'est-à-dire que dans des ventes de terrains non immatriculés, qui sont une bonne partie, la mairie affirmait les conventions de vente, donc vendait des formulaires, tamponnait, authentifiait et prenait au passage 4, 5, 8% de la valeur déclarée de la vente en échange. Donc, il y avait des pouvoirs fiscaux, des prérogatives foncières et des ressources. Et l'étude qu'avait commandité la NCB, l'Agence nationale des communes du Bénin, montrait que, de mémoire, c'était 20% des recettes des communes qui étaient menacées par ces transferts de prérogatives et le fait que les communes soient dépossédées des recettes de leurs ressources fiscales. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles ils se sont battus énormément pour récupérer le pouvoir d'attribuer les attestations de détention coutumière, qui ne compense absolument pas la perte sur les 8% sur les ventes, mais qui laisse un petit peu de recettes, aux communes. Voilà, et puis du coup, faudra suivre la prochaine relecture, s'il y en a une. Vous voyez qu'effectivement, une chose qui paraît un peu stabilisée ne l'est pas pour toute éternité. Et autre point important aussi, oui, qui était mentionné par Béranger sur l'OHADA, dès les bagarres des années 2003-2004 entre le MCA et l'urbanisme et les promoteurs des certificats fonciers, la question de l'OHADA revenait comme un leitmotiv. L'OHADA dit que seuls les titres fonciers sont recevables comme garantie pour du crédit. Donc, on ne peut rien faire sauf à être en dehors des règles et à empêcher tout accès au crédit. Alors là, il y a des expertises juridiques, savoir effectivement, il y a une phrase qui dit que c'est dans le texte de l'OHADA, sauf disposition contraire des législations nationales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un argument d'autorité? Est-ce qu'un certificat foncier reconnu pourrait servir de garantie? Voilà, ça fait partie des débats d'experts et des bagarres, des bagarres d'experts juridiques et juristes et des façons de vouloir forcer l'enfermement dans le titre foncier ou au contraire rendre possible de penser à côté. Voilà. Progression transversale. Merci Philippe. Il y a une question de Ibrahim Aka, écrite. Je ne sais pas si tu l'as vue ou je peux la lire.
Philippe, peut-on 1964, alors que certains pays font preuve de prudence par rapport à ce narratif autour du titre foncier en adoptant des offres alternatives de sécurisation, le Bénin semble ouvrir la voie vers le titre foncier, un peu plus audacieux que le Sénégal. Ça nous permet de faire un peu le parallélisme par rapport à beaucoup de choses qui... Oui, en tout cas, là, le choix est clair. Encore une fois, ça n'allait pas de soi. Ça fait l'objet d'énormément de bagarres pendant plusieurs années, hein, comme j'ai essayé de vous le montrer. Mais là, clairement, l'option d'augmenter la délivrance du titre foncier, elle est claire, et ils prennent les moyens pour ça. C'est-à-dire en mettant en œuvre l'agence, en finançant au départ sur fonds propres la numérisation du cadastre, en voulant remettre ça au clair. Le gouvernement béninois s'est donné les moyens de sa politique. Donc de ce point de vue-là, il y a des choix clairs. Après ça, on peut en discuter les tenants et les aboutissants, hein, la dimension marché foncier, la dimension titre impossible à contester avec le problème des éventuelles irrégularités. On peut discuter, je pense que cette question-là n'est pas finie, loin de là, jusqu'où est-ce que la réforme du titre et la réforme de l'administration foncière, dans la logique du titre, permet d'inclure les citoyens. Est-ce qu'on passe de 5 à 15% le pourcentage de la population qui y a accès, ou est-ce que c'est vraiment massif? Et qu'est-ce que ça produit en milieu urbain populaire et qu'est-ce que ça produit en milieu rural? Donc pour moi, ces questions-là ne sont pas réglées du tout et ils reviendront un jour sur la table, sauf si ça, effectivement, le fait que les achats de terres par les urbains soient facilités fasse que le grignotage des terres agricoles se fasse de plus en plus. Et c'est très clair que le Burkina, pas loin, juste au nord, a fait des choix très différents et Hubert nous en parlera dans un mois. Et je pense justement la mise en perspective de l'histoire des débats de politique foncière entre le Burkina et le Bénin est très, très intéressant parce que justement, on a une histoire très différente, on a un poids du ministère de l'Agriculture très différent et là, au Burkina, une législation foncière rurale spécifique a été légitimée, a été mise en place. Même si bon, actuellement, il y a aussi des débats, etc. Hubert nous en parlera dans un moment. Le micro est ouvert, sauf si Hubert veut nous dire deux mots en attendant la semaine prochaine en termes d'analyse comparative par rapport à ce qui s'est passé au Burkina sur ces aspects-là. Enfin, ou sinon, en attendant que Hubert parle, et tu permets que je place un mot sur ce grand engagement du gouvernement dans la mise en place de l'ANDF. Allez-y. Il serait intéressant aujourd'hui de voir ce qui se passe sur la densité du marché. Montre que toute transaction foncière aujourd'hui permet, ou l'occasion est saisie par l'État, donc à travers l'ANDF, pour recouvrer toutes les taxes sur foncier non bâti. Ça veut dire que si votre ancienne convention de vente, une terre qui a été achetée en 2010 est revendue, vous m'entendez? Une première étape dans la procédure de transaction, c'est de recouvrer toutes les taxes sur les 10 années. Le vendeur doit régulariser son statut foncier et son statut fiscal vis-à-vis de cette terre. Et à la faveur de cette transaction, l'État engrange automatiquement toutes les taxes. Et donc, cet engagement du gouvernement n'est pas un engagement gratuit. Et ça lui permet de mettre la main sur la matière fiscale que constitue le foncier. Et c'est très intéressant comme... Merci. Hubert va se réserver pour la semaine prochaine. Donc, ça va vous inciter à venir nous rejoindre la semaine prochaine. Le mois prochain. Une autre... Ah oui, Quentin, allez-y. Oui, merci beaucoup, Daouda. Bonjour à tous. Je suis Quentin Grislin, doctorant à Paris 1 et rattaché au CIRAD à Montpellier. Merci beaucoup, Philippe, pour la présentation. J'ai une petite question. Je ne connais pas du tout le contexte
contexte béninois, et notamment le rôle que peut avoir la société civile ou les organisations paysannes sur les questions foncières. Je mets un peu en perspective ça avec un cas que je connais un petit peu mieux, donc au Sénégal. Donc, tu as dit à plusieurs reprises que donc, ce processus de réforme foncière était essentiellement un processus d'experts, et donc et que ce n'est que tardivement qu'un syndicat paysan a rejoint un peu les débats et ce processus. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que finalement les organisations paysannes, des organisations de la société civile ou d'autres syndicats paysans ne se sont pas mobilisés avant. Est-ce que c'est parce que au Bénin, il n'existe pas de société civile, d'organisation paysanne structurée autour de ces questions-là? Est-ce qu'il existe des organisations de la société civile, mais pas vraiment impliquées sur les questions foncières, mais sur d'autres questions? Oui, voilà un peu, un peu les raisons qui permettent d'expliquer que cette société civile s'est mobilisée que tardivement. Merci. C'est Quentin. Philippe? Oui, je réponds tout de suite, on prend quelques questions. Bon, on peut répondre. En gros, il faudrait en faire une analyse à part entière, mais c'est clair que l'histoire des OP n'est pas celle du Sénégal et du Burkina au Bénin, très clairement. Le processus de structuration a été beaucoup plus poussé un peu par le haut, et les organisations sont impliquées étaient plus mobilisées sur les problèmes de coton, sur les problèmes de filière, sur les problèmes d'engrais, que sur des problèmes fonciers. Ce qui est assez intéressant aussi, parce que ça pose la question de la demande pour des certificats ou la demande pour des titres fonciers, qui, c'était pas à l'ordre du jour des plateformes. Quand Synergie Paysanne, ce petit syndicat qui s'est monté, monté en 2008, en tout cas, monté un peu plus tôt, mais c'est engagé sur la question du foncier autour des accaparements. Progressivement a découvert le processus du code foncier domanial et s'y est engagé. Ils ont fait un énorme boulot d'analyse, de décryptage, de sensibilisation, de manifestation, d'entrisme dans les sites de débat, mais n'ont pas gagné grand-chose ou pas du tout. Ils étaient officiellement mandatés par la plateforme. Ils ont essayé de réunir un réseau d'organisations de la société civile autour d'eux, mais par rapport à la force du processus en cours autour du code foncier domanial, ils ont gagné une légitimité, une crédibilité, ça très clairement, mais sur le fond, ils n'ont pas gagné grand-chose. J'en ai fait une analyse avec une étudiante qui est disponible sur les docs du pôle foncier. Je pourrais mettre la référence aussi si ça vous intéresse. Philippe, il y a une question de Abdoulaye Sow qui trouve que les délibérations des communes au Sénégal sont plus faciles pour un État moderne, mieux adapté au regard de la pluralité des coutumes pour nos États, si on veut aller vite dans les réformes foncières. Dans d'autres pays où la religion vient rejoindre ces deux sources, lois et coutumes comme aux Comores, rendant la situation plus complexe, ces démarches sont difficiles à généraliser. Qu'en penses-tu? Oui, je pense que c'est plus un commentaire qu'une question. C'est-à-dire que ça pose la question en fait de la pluralité des normes et des autorités de référence. Lorsque les pouvoirs locaux, les rois, les chefs à échelle micro-régionale ont un point important, même la prise en charge de questions foncières par les communes sont en concurrence avec elles. Donc, il y a à la fois une concurrence, si vous voulez, pour qui a la responsabilité de la gouvernance foncière entre les pouvoirs locaux, là où ils ont des rôles importants, de droit ou de fait, les communes, qui sont à échelle locale, mais éventuellement en concurrence avec elles, si ce n'est pas les mêmes personnes, et puis l'État. Et donc, on trouve cette concurrence au Sénégal entre l'État, l'administration, le cadastre et les communes. La question, effectivement, du rapport au pouvoir coutumier se pose de la même façon au Sénégal avec les 50 ans ou 60 ans de la loi sur la domination. Oui, mais au-delà des concurrences, il peut aussi se poser la question des alliances potentielles. Perrine fait une remarque en disant pourquoi le réseau de politique
qui porte le certificat n'a pas tenté de mobiliser, élargir ses alliés pour se maintenir dans le débat ou bloquer des avancées avec des organisations paysannes, mais également avec les maires, d'autres bailleurs de fonds, etc. Ils ont essayé un peu. Ils ont essayé un peu. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de front uni et surtout, il n'y a pas eu de front avec le milieu urbain. Parce que finalement, on n'est pas, enfin, on est pour partie dans un clivage rural-urbain, au sens où les droits fonciers en milieu rural sont effectivement pas plus compliqués, sont plus éloignés d'une propriété. Mais la question de l'accès aux droits des milieux populaires se pose aussi en milieu urbain, où le titre foncier est inaccessible, trop cher, etc. Donc, il pouvait y avoir, il y a eu des petits bouts de réflexion là-dessus aussi, en milieu urbain, mais qui ne sont pas cristallisés dans un réseau s'opposant et proposant des alternatives au titre foncier. Et du coup, voilà, les connexions ne se sont pas complètement faites. Mais clairement, il y a eu des tentatives d'alliance avec les communes, un peu avec les organisations paysannes, mais un petit peu tardivement, je pense. Et puis avec les bailleurs, là, il y a des circonstances, si vous voulez. On est vraiment dans une petite histoire, mais c'est important. L'AFD était le bailleur le plus défenseur des PFR canal historique, si vous voulez dire, certificat foncier alternative. Mais le projet se finissait. Ils avaient essayé de monter un nouveau projet qui n'avait pas réussi à passer dans les années 2008, donc se sont trouvés sans projet foncier au Bénin pendant cette période-là. Et donc, en étant moins présents, moins légitimes aussi. Et le PADAC qu'ils ont remis en place ensuite, c'était en 2013, le coup était joué, si vous voulez. Et donc là, il y a un truc de conjoncturel sur lequel le bailleur le plus engagé en faveur de l'alternative du certificat foncier était fragilisé. La GIZ était moins engagée au départ, la plus portée dans un centre de projet autour, à côté du MCA dont je n'ai pas parlé, mais la GIZ International Services, donc la branche bureau d'études, a négocié un gré à gré pour la mise en œuvre du MCA, des PFR avec le MCA pendant le même temps. Donc, du coup, la GIZ en tant qu'institution était plus compliquée pour s'opposer complètement à cette démarche-là. Vous voyez, donc là, on rentre vraiment dans le détail des positionnements, qui était là, à quel endroit, à quel moment, comment ça s'est passé, et qui explique que dans cette période un peu cruciale, effectivement, il n'y a pas eu de front qui a réussi à être fort entre un manque de relais de l'équipe béninoise porteur des projets de certificat foncier, manque de relais politique au niveau d'un ministère de l'Agriculture qui n'était pas à 100% pour et qui était en plus politiquement faible. Une fragilisation côté bailleur de fonds avec l'AFD qui tout d'un coup n'était plus là. Vous voyez, donc une fragilisation de ce politique du réseau, en plus du fait, comme je disais, que légitimer une alternative au titre foncier est compliqué parce qu'on s'oppose à des intérêts très forts, de géomètres, de notaires, etc., de corporatisme de l'administration foncière, on s'oppose à une vision du déploiement de l'appareil d'État et de la sortie de l'informalité, et on s'oppose à la fausse évidence selon laquelle le titre est une condition nécessaire et suffisante pour le développement économique. Et donc, c'est plus compliqué à légitimer intellectuellement, et là, la bagarre n'était pas gagnée dans l'opinion publique, parce que, entre autres, ça avait été géré un peu comme un truc expert entre gens de bonne composition dans le milieu, travaillant dans le milieu rural, je simplifie un petit peu. Enfin, il n'y avait pas eu de recherche d'alliance politique élargie dans l'opinion publique, qui, du coup, sans doute rétrospectivement, aurait été indispensable pour arriver à faire un peu plus le poids. Pourtant, d'après Ibrahim Aka, dans ses premiers messages pendant que tu présentais, il part du principe que déjà le livre blanc en 2010 était clairement orienté marché, promotion d'un marché foncier régulé et fonctionnel, et que l'ambition était que le Bénin, à l'horizon 2050, soit caractérisé par un égal droit d'accès aux fonciers sécurisés, un système fonctionnel et un marché dynamique générateur d'investissements accrus et de richesses. Presque même terme sur le mandat de la CNRF, la Commission nationale de réforme foncière au Sénégal. Donc, il fait un peu ce parallélisme pour dire qu'on avait déjà annoncé les couleurs. Oui, là, pour ça, c'était clair. Il n'y a pas à tromper sur la marchandise. Alors après ça, comment dire, dans les objectifs d'un projet, c'est toujours une négociation entre le bailleur et les équipes nationales, quoi.
Pour moi, les équipes nationales elles portaient vraiment la vision titre, réforme de l'administration. L'argument développement économique, etc., c'était très ce qu'il fallait, quoi. Mais clairement, effectivement, dans la vision, il y a l'idée qu'un titre foncier est nécessaire à un marché dynamique, quoi. Mais ce n'est pas vrai. Les études de statistiques montraient que l'Institut de statistique, je trouve, que 40% des parcelles avaient été achetées au Bénin, avant tout ça. Donc, je peux juste remonter le... Non, 40% des parcelles en milieu urbain et 10 à 13% des parcelles en milieu rural ont été achetées. Et INSAE 2009. Vous voyez, donc il y a toujours ce débat, il y a cette croyance que le titre foncier est une condition pour un marché. C'est complètement faux. Le marché, il se développe ou il ne se développe pas, indépendamment du statut juridique. Le statut juridique, il peut faciliter ou freiner, il peut sécuriser ou désécuriser, mais il vient se rajouter sur la dynamique de marché qui existe ou n'existe pas de toute façon. Donc il y a cette illusion dans le discours qu'il faut, du titre foncier pour qu'il y ait un marché. Non, on peut avoir propriété privée titrée garantie par l'État comme un titre foncier. On peut avoir une propriété privée non garantie par l'État, comme ce qu'étaient implicitement les certificats fonciers ou ce qu'est la propriété non titrée à Madagascar. Et on peut avoir des statuts juridiques variés où certaines terres peuvent être vendues et rentrer dans le marché et d'autres en sont protégées. La question peut être posée de façon beaucoup plus large. Mais clairement, effectivement, le projet MCA, c'était faire du foncier un actif monnayable. Donc, monnayable en particulier pour du crédit, donc titre foncier, et avec l'idée que ça donnerait accès au crédit. Là, de ce point de vue-là, c'était très clair, effectivement, dans leur positionnement. Merci, Philippe. Il y a Ibrahim Dia qui demande la parole. Ibrahim, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Daouda. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation, pour ce voyage dans le temps et pour moi aussi dans l'espace. En tant que Sénégalais, je viens d'avoir une idée du processus ou de la gouvernance foncière au niveau du Bénin. Peut-être ce que j'ai appris, c'est plutôt par rapport à cette absence d'homogénéité qu'on retrouve dans un État, où les agences ou les mêmes ministères d'un même État présentent des intérêts assez différents et des positionnements assez différents. Maintenant, moi, je voudrais revenir un peu sur la dimension temps dans le processus de formulation de politique et bien entendu de réforme foncière en Afrique. Est-ce que cette temporalité différente en fonction des acteurs, surtout à travers les projets, est-ce que cette dimension-là ne remet pas un peu en question la souveraineté de nos États dans le processus de formulation des projets, d'autant plus que les projets ont leur temps. Il y a aussi le temps pour une démarche inclusive et participative en termes de formulation de réformes. Merci beaucoup. Oui, cette question des temporalités est, à mon avis, très importante parce que vous voyez bien que des choix de politique foncière, c'est des rapports de force entre vision, entre groupes, entre institutions et corporations. C'est le débat de vision et de vision politique, donc au sens fort du terme. Encore une fois, est-ce que l'objectif de la politique foncière, c'est de contribuer à construire une société de citoyens individuels et une régulation des rapports sociaux par le marché, ou est-ce que l'objectif, c'est une inclusion sociale et donc des équilibres ou des articulations entre des normes coutumières et de la sécurisation par l'État et du marché. Donc, c'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que ce soit des bagarres féroces. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'il faille 20-25 ans pour régler ce genre de débat. Et pour l'histoire, ce fameux cadastre napoléonien, ça a été aussi 30 ans de projets, de contre-projets, de projets de Napoléon virés par la restauration, par les nouvelles autorités après la restauration, etc. Donc, voilà. Après ça, le problème, c'est en quoi est-ce que l'aide et les financements de l'aide permettent de structurer ce type de débat ou au contraire le compliquent. Et là, on a des problèmes. Enfin, pour moi, effectivement, les financements de projets posent problème à partir du moment où ils imposent des temporalités et des échéances.
Effectivement, vous avez 5 ans pour faire votre réforme et négocier vos compromis politiques. Ben, oui, mais pas forcément. Vous voyez, donc, le fait d'intégrer la fabrication d'une réforme juridique aussi forte que ça dans un projet de 5 ans, et même il voulait le faire en 1 an au début, ça, c'est une contrainte énorme. D'ailleurs, ça a explosé de partout. Mais ce n'est pas forcément uniquement les bailleurs qui voulaient ça. C'est aussi les équipes béninoises qui disaient on profite de ce financement parce que du coup, on a plein d'argent et on va avoir les moyens de pousser ça au bout. Donc, c'est ambivalent. D'un côté, ça donne des moyens à des porteurs, des entrepreneurs de politique. Je dis entrepreneurs de politique publique, ce n'est pas du tout péjoratif. Des gens qui se battent pour faire bouger les choses dans un sens. Ça leur donne des moyens pour pousser leurs propres objectifs. Et en même temps, ça le fait dans des cadres où ils sont obligés de négocier leur vision avec ce que tel ou tel bailleur accepte de financer à un moment donné. Et ça le met dans des contraintes de temps qui ne sont pas forcément compatibles avec la maturation du débat politique dans le pays. Et de ce point de vue-là, c'est clair que la CNRF était plus libérée de ces contraintes-là que le processus sénégalais, béninois, pardon, avec le MCA. Mais au MCA, il n'y avait pas de volonté d'avoir un débat politique et des consensus. C'est comme ça et on y va. Donc, on négocie le fait de pouvoir avancer, de ne pas être bloqué et on négocie les compromis qu'il faut pour arriver au bout. On n'était absolument pas dans une recherche de réponse consensuelle, débattue avec la société sur qu'est-ce qu'on veut. Absolument pas. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. C'est le moment. Où, si on a besoin de temps pour digérer les 25 ans de réforme béninoise, on peut peut-être laisser le mot de la fin à Philippe pour nous dire un peu qu'est-ce qu'il retient par rapport. Non, j'avais vu Madio Dionias lever la main, mais je vois qu'il vient juste de la supprimer, donc je ne sais pas si tu as fait. Oui, bonjour. Allez, oui. Oui, en fait, oui, je n'insiste pas. En tout cas, si on a des contraintes de temps, je renonce à... Allez-y. Allez-y. Oui, en fait, moi, j'ai suivi, mais je dois dire qu'il faut d'abord peut-être lire l'ensemble pour avoir une bonne connaissance de la situation dans laquelle on se trouve dans la mise en œuvre de la réforme. Moi, ce que je considère simplement, c'est que pour évaluer une réforme, si elle est bonne ou mauvaise, c'est toujours par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Bon, il peut y avoir peut-être un objectif d'État qui peut dire, bon, il faut peut-être améliorer la fiscalité, donc l'assiette foncière, l'assiette de la fiscalité à travers le foncier, etc. Moi, une question, en tout cas pour ce qui concerne le foncier rural, que j'ai en tout cas en Afrique en général, c'est comment faire pour que le foncier aide à la résolution de la question de la sécurité alimentaire, créer des emplois pour les jeunes. Ça, je crois que c'est des questions essentielles. Donc, c'est de savoir, que ce soit avec les titres fonciers ou d'autres méthodes, où est-ce qu'on en est au Bénin? Je pose la question parce que j'ai fait au Bénin, il y a près de 25 ans, une évaluation pour l'USAID de l'initiative de Songhai à Porto Novo, qui forme donc des jeunes donc dans l'agriculture durable. Il y a énormément de jeunes bien formés qui sortent, mais le gros problème qu'ils ont, c'est de trouver de la terre pour cultiver. Ça, c'était la question qui était posée à l'époque. Est-ce que la situation actuelle, les types de réformes qui ont été entreprises au Bénin, est-ce que ça déverrouille un peu le foncier pour les jeunes qui veulent investir dans le secteur ou non? Je crois que ça, c'est une question que j'avais beaucoup d'autres questions, mais je crois que je vais arrêter ça à cela. Je vais m'arrêter là pour le moment. Il faudrait l'analyser en tant que tel et dans le contexte de déploiement de la réforme actuelle. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est
La réforme n'intervient pas sur les modalités du marché. Elle intervient sur la légalisation des parcelles et la légalisation des transferts des ventes. Donc, pour moi, ça facilite, ça n'a pas grand impact sur le fait de savoir si à tel endroit on peut acheter une parcelle ou pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que normalement, il faudra vérifier si c'est vrai ou pas, il est réaffirmé, et cette fois-ci très sévèrement, qu'on ne peut pas acheter une parcelle sans qu'elle ait été immatriculée au préalable. Ce qui existait dans la loi de 65 auparavant, ce qui existait dans la loi de 1932, le décret de 1932, mais n'était jamais appliqué. Si c'est vrai, et à l'heure actuelle, le Code dit un maire qui signe une convention de vente va en prison. C'est-à-dire on criminalise vraiment toutes ces pratiques qui ne sont pas complètement dans les clous. Alors, soit le jeune a de quoi payer le titre pour le gars qui l'avait acheté, parce que ce n'est pas le paysan qui va le payer. Les taxes sont baissées à 100 000 francs CFA, ce qui dans l'absolu n'est pas beaucoup pour une parcelle urbaine, n'est pas forcément négligeable pour une parcelle rurale, mais surtout, ça n'inclut pas la prestation du géomètre qui peut monter à 300 ou 400 000 francs CFA. Donc, le fait d'acheter de façon formelle, et là, il n'y a pas le notaire et les frais de notaire. Donc, on a forcément un coût d'achat de la parcelle et de légalisation de l'achat avec titre plus notaire qui sont beaucoup plus élevés que lorsqu'on achète directement avec une simple taxe au niveau de la commune. Donc, soit ça freine l'accès des gens un peu plus pauvres, soit il se redéveloppe un marché foncier informel à côté. Moi, c'est mes hypothèses. Donc ça, ce serait des choses qu'il faudrait analyser maintenant. Et je pense que l'impact, il va se jouer là-dessus aussi. Alors que voilà, des urbains qui achetaient des terres pour faire de l'agro-business le faisaient avec des conventions de vente légalisées et n'avaient pas forcément de problème. Il y a plus de conflits effectivement sur les terres avec convention de vente que sur les terres titrées, mais ce n'est pas de 1 à 10, quoi. Donc, ça peut stabiliser le statut des acheteurs. Ça ne résout pas forcément le problème de la légitimité de la vente. Or, c'est ça un des problèmes principaux. Ça ne traite absolument pas la question de bail de longue durée, etc., par lequel un jeune voudrait s'installer et faire du maraîchage sur les terres de quelqu'un d'autre. Et ça risque plutôt d'augmenter le coût de l'achat légalisé pour des jeunes. Mais encore une fois, il faudrait des études pour le vérifier vraiment à l'heure actuelle. Allô? Perrine posait, je ne sais pas si Daouda, je n'entends plus, Perrine posait une question aussi. Oui, atelier, Abdoulaziz atelier sur comment fabriquer une réforme. Je pense qu'on peut-être pensait faire une séance de synthèse autour de séminaires à partir de différents exemples pour pouvoir essayer d'en tirer des enseignements comparatifs. Et quels ont été les facteurs qui ont contraint l'administration foncière à se réformer? Ça, c'est une très bonne question. Pour moi, il commence à être temps de commencer à regarder ça. Là, moi, j'ai arrêté mes recherches sur le Bénin pour venir au Sénégal. Donc, c'était l'échec de la politique des certificats fonciers qui est finalement la fin de ma recherche. Je m'intéresse un peu à ce qui se passe après ça pour voir la suite. Mais voilà, il faut des recherches là-dessus. C'est clair que la volonté de transparence affichée n'est pas… Enfin, il faut la vérifier et la montrer. Qui y a accès, qui n'y a pas accès, il faut l'étudier de près en allant voir qu'est-ce qui se passe dans les bureaux déconcentrés, voir quelles sont les personnes qui demandent, etc. Je pense que ça ne résoudra absolument pas la politisation du foncier à haut niveau. Si les démarches sont mises en œuvre effectivement à peu près sérieusement, ça diminuera, ça rendra plus transparent et plus fluide et moins corrompu l'accès aux titres pour les gens de base, quoi. Ça n'empêchera pas les accaparements, ça n'empêchera les gros accaparements, ça n'empêchera pas la très forte politisation. Mais ça, c'est des hypothèses et voilà, il faut des recherches à l'heure actuelle sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'administration foncière, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les rapports entre les citoyens
et l'administration foncière, quel type de conflit émerge, etc., pour savoir jusqu'où cette volonté de réforme et de transparence affichée était plus qu'une bagarre entre le ministère de l'Urbanisme et le ministère des Finances pour mettre la main sur la gouvernance foncière et les avantages liés, et avait une vraie politique d'assainissement du système. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Oui, de beaux thèmes de recherche. Voilà, moi, maintenant, je suis au Sénégal, donc c'est plutôt à d'autres de prendre de continuer et d'ouvrir ces chantiers-là. Allô? Oui, Daouda, oui. Ah, oui. La connexion était partie. Ah bon, je suis rassuré de savoir que ce n'est pas moi seul qui souffre de ça. OK, moi je dois me déconnecter. Merci beaucoup. Et Philippe, Daouda. Tu m'entends là? À la prochaine. Tout le monde a souffert, oui, on a souffert. Merci à toi. Bye bye. Il y a demain un lever de Béranger et Quentin. Je ne sais pas si Béranger, c'était le commentaire que tu as mis sur le mot. Effectivement, il y avait une période transitoire de 5 ans qui a été prolongée encore 5 ans avant que tout le code s'applique, et donc effectivement qu'aucune vente non munie d'un titre foncier soit complètement illégale. Et réaliser ce devant notaire aussi. Il faut à la fois titre foncier plus notaire. OK. Bon, bah écoute. Perrine parle de beaux thèmes de recherche. Donc, je pense qu'il est 17 h. Si tu as un dernier mot à l'endroit des participants, Philippe. Non, bah écoutez, merci beaucoup pour cette discussion et cet intérêt que vous avez porté à ce sujet. Je pense qu'effectivement, voilà, la remarque de Perrine, de beaux thèmes de recherche, parce que l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie avec cette nouvelle relecture du code. L'histoire n'est pas finie dans la compréhension de ce qui se passe. Et puis surtout, effectivement, l'évaluation, elle peut se faire effectivement sur la sécurité alimentaire, sur l'emploi, sur l'effectivité, sur la transparence, sur l'accessibilité. Enfin, il y a plein de clés d'analyse. Et là-dessus, pour voir effectivement si la réforme qui a été engagée en 2004 et s'est stabilisée avec le cadre du Code foncier domanial, qu'est-ce que ça produit et pour qui, eh bien, il faut des recherches sur ce sujet-là aussi. Et pas seulement effectivement sur le policy process et la négociation des réformes, mais aussi sur la mise en œuvre, l'effectivité, les impacts, et que voilà, il faut des recherches là-dessus. Et ça montre aussi que la capacité à tirer le bilan, on a parlé de la temporalité des processus de politique, mais la temporalité des bilans, des vraies évaluations, forcément, ça prend aussi beaucoup de temps. On peut suivre en cours de route et voir se dessiner des choses, mais la réelle sanction de l'histoire, disons, c'est quand les choses sont en place et se développent, quoi. Et donc, voilà, donc, le mois prochain, mercredi, le 17 aussi, puisqu'on sera en mars, Hubert nous parlera du Burkina Faso. Donc, la comparaison des deux processus sera très intéressante. On a commencé à l'évoquer un tout petit peu. Et donc, on vous donne rendez-vous dans un mois. Voilà. Merci à tous, à toutes et à tous, et à dans un mois. Et portez-vous bien. Et prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.
C'était pas trop complexe à suivre parce qu'il y a quand même beaucoup de rebondissements. À certains moments, je disais que je rentrais peut-être un peu trop dans les détails. Non, parce que la présentation était bien structurée, donc ça permettait de suivre, de garder le fil. Maintenant, il faut penser à vraiment l'envoyer à tous ceux qui l'ont demandé. Hein. Ouais. Ah oui, donc, Ouais, je pense ouais, vraiment que ça ouais. est fermé. Je n'éteins pas tout de suite pour refaire ça. Oui, voilà, Ouais, exactement. j'avais demandé de le faire plutôt par mail justement pour garder trace. Voilà, avant de fermer. Ouais, je fais ça. Ouais. Je fais ça tout de suite. OK. Bon, ben merci Voilà. Daouda de OK. ton animation au Ah télé. c'était avec plaisir. Hein. Et super intéressant. Super intéressant. Super intéressant. Franchement. Franchement. Est-ce que tu penses faire de petits, je sais pas, de petits résumés de quelques points clés par rapport à chaque Ibrahim Adia débat? de IED Afrique va faire un compte rendu. D'accord, très bien. OK, parfait. Super. Eh bien, repose-toi bien. Merci. Et... Allez, à plus. L'enregistrement, j'arrête.